Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans le podcast Clever. On va avoir une discussion passionnante avec Mounia qui va pouvoir nous partager ses réflexions et ses expériences du leadership au féminin. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'explorer ces thèmes avec nous, de savoir comment elle a réussi à trouver une méthode, un concept qui permet d'allier les femmes à leurs forces, à leurs compétences, restez avec nous pour en savoir plus et au plaisir de recevoir vos questions, vos commentaires et vos experts pour qu'on puisse continuer cette conversation passionnante. À très vite. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Clever. Ravie aujourd'hui de recevoir une nouvelle invitée. Donc Mounia est venue aujourd'hui nous partager ses expériences, ses apprentissages et ses astuces pour que vous puissiez repartir avec énormément de valeur ajoutée et qu'on puisse vous accompagner au mieux dans le rebond de votre carrière. Aujourd'hui, Mounia, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Jennifer et merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter en 2 mots, j'ai eu une première partie de carrière, dans la finance et plus particulièrement dans le private equity. J'ai notamment dirigé une banque anglo-saxonne spécialisée dans le domaine en France. Puis ma seconde partie de carrière a été tournée vers le coaching et l'accompagnement, humain d'entrepreneurs et de cadres dirigeants, afin qu'ils puissent, tracer leur chemin de façon plus alignée. Oui, alors c'est une carrière qui est impressionnante. Tu as beaucoup de casquettes et on va avoir, l'honneur et le plaisir d'en partager, quelques-unes avec toi. D'ailleurs, ce qui m'avait beaucoup, touchée, c'est que lorsqu'on s'est rencontrés, tu avais, posé une question lors d'une conférence et cette question, elle était, à la fois, hyper pertinente, je trouvais et très, vision macro parce que tu avais identifié des patterns qui, pouvaient empêcher les femmes de progresser dans leur carrière, qui étaient soit, des patterns, qu'elles avaient intériorisés ou alors qui était plutôt, nourri par la société. Donc est-ce que tu pourrais, nous en dire plus sur ce qui t'a conduit aujourd'hui à travailler sur les questions de leadership et de leadership au féminin? Excellente question. Ce qui m'a conduit, à la question du leadership féminin, c'est peut-être ma propre expérience en tant que dirigeante, d'une banque en private equity dans un milieu assez masculin à l'âge de 30 ans et il y a plus de 10 ans. Je me suis rendu compte que j'avais les bonnes manières de faire les choses, mais que je sentais un décalage entre ma manière de me comporter, et finalement, ce la manière dont j'étais censée me comporter en tant que femme. Et ce mésalignement entre qui je suis, bon, je suis assez compétitive, je peux être collaboratrice aussi, mais j'ai les 2 pôles bien intégrés, heu et d'avoir ce comportement est gênant à la fois, en interne, parce qu'on est tiraillé entre les deux comportements. Est-ce qu'il faut que je me comporte de la manière qu'on attend de moi ou de la manière que je suis vraiment? Par-delà mon genre, par-delà, ma nationalité, ma religion, mon origine sociale et cetera. Et c'est cette question qui m'a menée au leadership féminin, donc ma propre expérience, et à la question du féminin en général et de la manière dont la société a modelé, la femme. Puisque, comme disait Gisèle Halimi, on ne naît pas modeste, on ne naît pas réservé, on ne naît pas comme ça Mmh. et on le devient finalement et c'est le conditionnement de la société qui fait que pour être une femme, entre guillemets, quote unquote, on doit se comporter d'une certaine manière. Mmh. Sinon, on ne peut pas se prévaloir de cette identité-là. Donc tu imagines bien, Jennifer, qu'on est prêt, à tous les sacrifices pour continuer à être vue comme une femme par la société. Ouais, c'est hyper, pertinent ce que tu dis parce qu'en effet, on peut être tiraillé entre ces 2 identités. Qu'est-ce qu'on attend de nous et finalement qui on est avec authenticité et il y a quand même les codes du marché du travail. C'est d'ailleurs ces questions qu'on travaille aussi sous d'autres angles parce que nous, c'est plutôt stratégique sur comment on va, avec les règles du jeu, finalement réussir à sortir, pour pouvoir émerger, au niveau de la carrière. Et dans ton approche, je trouve que, il y a aussi beaucoup de l'identité que tu vas aller chercher, retravailler et repartir de la source pour les accompagner et les élever. Est-ce que tu aurais en tête
une expérience avec, une cliente que tu as aidée à travailler sur ces questions, de, son identité pour qu'elle puisse en faire une force, se la réapproprier et finalement, contrecarrer ces idées de la société et ce qu'on attendait d'elle. C'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que si on s'arrête à modifier les comportements, c'est un changement de surface. Il sera pas pérenne, il va pas durer. Il va durer 2 minutes et puis le naturel va reprendre, mmh, le naturel va revenir au galop. Heu, donc les changements, réels, profonds, se font au niveau de la cause et non pas du symptôme. Je vais prendre un exemple très simple qui est bon, Jennifer, tu le sais, tout dans la vie est polarisé. Chaud, froid, altruiste, égoïste et cetera. Heu, on dit souvent qu'une femme, ça doit être altruiste et d'ailleurs, c'est documenté dans la recherche. Une femme qui négocierait pour elle-même a peu de chances de se voir, donner une augmentation. Ouais. C'est très clair. La question, c'est que cette identification à l'altruisme, il faut imaginer qu'on n'est pas, soit altruiste, soit égoïste, mais qu'il y a tout un continuum entre ces 2 pôles et qu'on peut placer notre curseur où l'on veut, en fonction de la situation, pas de notre genre, pas de notre religion, pas de hem, je veux dire si vous avez, un rendez-vous de crise dans 1 heure, Jennifer, il vaut mieux être directif. Mmh. Donc déplacer le curseur de ce côté et ce que tu sois, un homme ou une femme, ça n'a rien à voir avec le sujet. Par contre, si tu dois animer un atelier de brainstorming, bah, il vaut mieux être collaborative, que tu sois un homme ou une femme. Et c'est comme ça qu'on devient sujet de sa vie et non pas objet de sa vie. Et par exemple, pour prendre ce couple, altruiste-égoïste, heu l'identification avec l'altruisme, ce qui empêche la mobilité dans l'axe et qui fait qu'on est objet de sa vie, donc on répond de la même manière à toutes les situations et à toutes les personnes, grosso modo comme un verre d'eau, hein. On est là pour avoir du liquide à l'intérieur, et nos sujets de sa vie pour décider: «Je suis altruiste si je veux, je suis égoïste si je veux et je peux doser, je peux calibrer». Et c'est ça le leadership. Et pour revenir à ta question, le côté «je suis altruiste» et c'est mon identité. Donc quelque chose d'identitaire, c'est comme, je sais pas, c'est comme un membre. Ouais. Te priver de ça, c'est comme te priver, de ton bras droit, en fait. Donc on est prêt à tout sacrifier plutôt qu'à sacrifier cette partie de soi qui nous tient tant à cœur. Et ben, l'identification avec l'altruisme, ça crée quoi? Ça crée des femmes, qui vont ou des hommes, hein, il y a des hommes très altruistes, comme quoi c'est pas une question de genre, mais bien une question de conditionnement, d'éducation, de culture, même si les femmes ont plus de chances d'être altruistes, puisque le conditionnement culturel au niveau mondial, va plus dans ce sens qu'un homme. Donc en fait, l'identification à l'altruisme, ça crée quoi? Ça crée l'incapacité à dire non. Ça crée, le fait de se placer en dernier. J'appelle ça faire la variable d'ajustement. Donc je prends la place, qu'on me laisse. Je prends la forme même qu'on me laisse. Je dois me contorsionner pour rentrer dans les formes, qu'on voudra bien me laisser. Donc ça crée, beaucoup, de choses. Ça et concrètement, ça nous coupe de 50 de notre potentiel. En fait, si je peux, n n'être qu'altruiste, ça veut dire que tout un pan de situations, qui sont, mieux gérables avec, un égoïsme sain. Alors je propose pas d'aller dans l'extrême inverse, hein, comme disait un proverbe, chinois, je crois: «Plus loin, à l'ouest, c'est l'est». En fait, tu nous invites à réfléchir la nuance, finalement, parce que c'est vrai qu'on est plutôt, dans ce monde, comme tu disais, très polarisé et on a besoin de prendre ce recul qui va être sain.
cette prise de hauteur pour se dire dans quelle situation je vais être, plus ou moins dans un altruisme affirmé ou un égoïsme, sain autorisé. Mais moi, la plupart des femmes avec lesquelles j'échange, par exemple, elles n'ont pas de bande passante même pour, prendre ce recul. Oui, Parce qu'il y a, la charge mentale, même lorsqu'on se pose dans une, posture d'autorité, on a la question de la culpabilité qui revient, la légitimité à se donner du temps ou à savoir dire non. Comment, toi, tu peux amener les femmes d'abord à être dans un environnement qui leur permette d'avoir cette vision, d'avoir cette prise de vue et de pouvoir se poser en tant que sujet, pour décider de la nuance qu'elles veulent mettre. le 1er travail, c'est de se désidentifier d'un extrême. Je vais pas entrer dans les détails à ce stade, mais c'est le premier travail, c'est de montrer, qu'on peut, élargir son identité, en verticalité. Ouais, C'est pas: «Je suis altruiste ou égoïste», je suis altruiste et égoïste. le fameux «en même temps». Oui, j'élargis mon identité, Ouais, en fait, et donc j'ai plus d'options d'action, on est d'accord? ouais. Plutôt que d'avoir ce champ d'action, j'élargis mon champ d'action possible. Mmh. À la fin des fins, je peux toujours décider de faire ça, mais de ce sera très différent si je choisis que si j'ai l'impression de ne pas avoir d'autre option que de faire ça. Ouais. Parce qu'on m'a mise dans une boîte et qu'une femme, ça fait ça. Ou un homme d'ailleurs, ça fait ça. Ouais. Donc ça, c'est le premier pan et le deuxième pan qui est très important et pour lequel tu as vraiment, raison, c'est il faut un espace entre moi et moi. Un espace où, hem, je peux me demander, «Mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi dans cette situation? C'est quoi mon intérêt?» Ce n'est qu'ensuite que je traduis ça en action à l'extérieur et que je peux choisir une action qui va me permettre d'atteindre, l'objectif que je me suis fixé en mon fort intérieur, la décision que j'ai prise en moi-même et donc d'avoir des actions beaucoup plus alignées avec qui je suis et quand on est aligné, on est plus ancré, Ouais. donc on est moins susceptible d'être, baladé par les avis des autres. Mmh. Très, très juste. Je sais pas si ça te parle? Ah si, si, beaucoup. Tu as dit quelque chose qui a beaucoup résonné, une phrase qui a fait écho qui est: «Quel est mon intérêt?» Et c'est vrai que peu de femmes pensent en termes de «mon intérêt d'abord» et ça peut être mon intérêt, économique, ça peut être mon intérêt, à titre personnel, à titre professionnel et on pense moins en ces termes parce qu'il y a souvent, une facette de nous, une identité, je sais pas comment tu l'appellerais, qui, va prendre le pas sur les autres et l'éteindre. Exactement. Et on avait aussi abordé la question du syndrome de la bonne élève, qui contribue aussi à moins, se rendre, maîtresse finalement de son temps, de ses actions, de ses objectifs, puisque on a été habitué à bien faire, à faire dans la perfection et j'ai beaucoup, de femmes avec lesquelles j'échange qui sont un peu coincées dans ce mythe de la perfection et du refaire, pour faire parfait. Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais un peu, nourrir ou partager des expériences qui pour toi étaient, marquantes sur, ce besoin, ce syndrome de la bonne élève et ce besoin de perfection? Alors, le syndrome de la perfection, Mmh. le perfectionnisme, est, légèrement différent du syndrome de la bonne élève, mais en général, ça va bien ensemble. Du coup, je sais pas ce que tu veux que je précise? Le premier alors allons-y par le syndrome de la bonne élève et puis ensuite on fera La bonne élève. Beaucoup de femmes, mais également des hommes, ont été des bonnes et des bons élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, je veux bien faire les choses. Je veux obtenir la validation d'une figure d'autorité. Que ma motivation, elle vient de là, elle vient pas de l'intérieur de moi. Où je suis en quelque sorte, j'entretiens ma dépendance à l'autre, par un besoin de reconnaissance externe et de validation externe. Une bonne élève, ça se conforme aux règles. Ça
Une bonne élève, lève le doigt avant de parler. Donc elle attend une permission extérieure avant de faire les choses. Et je pourrais continuer comme ça, Il y avait un pardon, il y avait un point très juste que tu m'as partagé hier qui était celui de le syndrome de la bonne élève nous empêche d'être bonne en entreprise parce que finalement, faut désapprendre toutes les règles qu'on avait apprises. Un post, je crois, que tu avais fait sur, LinkedIn, hem et ça avait fait beaucoup écho au sujet qu'on travaille, chez Clever. Est-ce que tu pourrais un peu plus développer ce concept de syndrome de la bonne élève versus ce qui est attendu en entreprise? pour ça, je vais je vais t'inviter à faire une expérience. Mmh, OK? OK. Tu es une entrepreneuse, peut-être qu'à un moment tu vas lever des fonds, et cetera. Donc je vais te mettre en situation de pitcher OK. et et tu vas t'imaginer que, là, l'investisseur potentiel te dit: «Ah ben Jennifer, je suis pas du tout, d'accord avec ton analyse du marché». Comment tu te sens? Alors je dis juste, peut-être il est pas, au courant du marché que je souhaite aborder. Enfin moi je souhaite aborder un marché extrêmement, féminin, aujourd'hui et créer quand même une solution qui soit un logiciel SaaS et très technologique et donc étant donné qu'il y a beaucoup de femmes qui recherchent de l'emploi et qui ont des profils généralistes et qui ont du mal à se positionner et que le marché est devenu de plus en plus complexe, le rendre aujourd'hui accessible au plus grand nombre, je pense que c'est pertinent et qu'il existe un marché. Il faut le prouver avec les personnes qui ont envie de participer au 1er test, je pense. Donc, heu, ce que tu vas faire, c'est tu vas avoir la curiosité pour te dire: «Mais d'où il regarde pour penser ce qu'il pense?» Exactement. Parce que moi, je du point de vue où je suis, je vois bien, ouais, le problème. Et donc tu vas avoir une réaction de curiosité, de lui poser des questions: «C'est vrai, alors explique-moi, c'est quoi ta vision et d'où tu regardes?» et cetera. Heu, la plupart, des bonnes élèves, heu, vont, se sentir mal, se rétrécir, bafouiller, se dire: «Oh là là, j'ai dû louper quelque chose si, ils pensent pas comme moi» et c'est pas sans rappeler, une situation qui est, quand le professeur demande d'aller au tableau pour résoudre un exercice qu'on devait faire pour le jour même et quand on est au tableau, on n'y arrive pas. Ouais. On se sent comment? Oui, c'est vrai que là, on se sent un peu petit et je comprends. On se sent petit et l'idée, c'est que si on interprète les 2 situations de la même manière, on fait une erreur de référentiel. On fait une erreur OK. de modèle du monde. Mmh. En 2 minutes, il y a, un territoire et il y a une carte et la carte, elle te permet de mieux te diriger, dans le territoire, d'aller où tu veux, d'avoir les résultats que tu veux en prenant les actions que tu veux. OK? Heu, sauf que quand tu es au tableau, avec le professeur et que tu n'arrives pas à résoudre, cet exercice, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pas révisé, que tu l'as pas préparé, finalement, tu as des raisons de t'en vouloir. Quand tu es devant un investisseur, heu, qui te challenge sur, ton positionnement ou ton marché, c'est pas du tout la même situation. En fait, ça veut juste dire que le monde est complexe, qu'il est incertain, qu'il y a pas de solution, dans l'absolu, Ouais. et qu'il y a une grande diversité de points de vue. Et pour revenir au modèle de la bonne élève à l'école évolue dans un milieu, finalement qui est simple. Les règles sont très claires, Mmh. le milieu est simple. Stable, un environnement stable, ça change pas du jour au lendemain, les règles sont stables et fini. C'est-à-dire, à l'école, il y a un programme de maths et toutes les questions ont des réponses. Ce modèle-là, on le transpose dans un environnement qui est complexe, qui est incertain et qui est changeant. Donc en gros, c'est comme si on confondait les propriétés, de la matière, dans l'eau et sur terre. Ouais. Et donc on est dans l'eau et on pédale, on pédale, on pédale, mais on n'avance pas. Exactement.
Très, très juste, j'adore la métaphore. Ça résonne beaucoup avec, du coup, les discussions et les échanges que j'ai avec les femmes et ça me ramène à ce syndrome de la perfection qui est: il faut que tout soit parfait avant que tout soit lancé. Il faut, aussi, que j'ai pensé à toutes les variables et surtout les scénarios, catastrophes parfois, qui peuvent, empêcher de passer à l'action. Est-ce que toi, tu aurais des tips pour justement se sortir de ce schéma de, comment je sors de mon schéma de perfection, de mon besoin de bien faire à tout prix et essayer de passer à l'action plus rapidement? L'espace entre soi et soi qui permet de clarifier, les choses et ce qu'on a vraiment envie de faire, permet de passer à l'action, de manière un peu plus affirmée. La perfection, c'est finalement, un gros piège. On pense qu'avec plus de préparation, plus de réflexion, plus de ceci, plus de cela, on va, avoir un résultat certain. Mais on n'est pas dans un environnement stable Ouais. et on n'est pas dans un environnement certain et le problème du perfectionniste, c'est qu'il veut pas, heu heu, apprendre en marchant. Il veut le résultat, de manière, absolue, en une fois, en un coup. Ouais. Sauf que la vie, c'est un apprentissage, c'est un cheminement, c'est un processus et que, heu, dans encore un mode de vie, un milieu, un environnement incertain et cetera, on n'aura jamais 100 des informations avant de prendre une décision. Ouais. Donc on confond en fait notre problème de maths, où on a 100 des informations nécessaires pour résoudre le problème et aucune en trop d'ailleurs, et la vraie vie, Ouais. où, on n'a pas. Pareil, le problème de maths a une seule solution, la vraie vie, elle en a des tas. Bien sûr. Heu, ce qui sanctionne un bon exercice de maths, bien réussi, ben, c'est une note. Dans la vraie vie, c'est que ça marche. Mmh. C'est beaucoup plus pragmatique. Peu importe, si ça marche pour toi, double down, Mmh. continue. C'est que c'est bon pour toi. Heu, donc le côté, perfectionniste, il est très enfermant, il est très handicapant. Il empêche vraiment d'avancer. C'est pas un petit défaut, c'est un gros défaut. Ouais. Oui. Heu et l'idée, c'est d'accepter l'itération, d'accepter qu'on avance un pas après l'autre, un pas après l'autre et que oui, aujourd'hui, c'est mon premier podcast, filmé et qu'il sera certainement très loin d'être parfait. Mais qu'à un moment, le monde, enfin, il y a un moment, il faut bien se lancer. Exactement, c'est une belle phrase, une belle maxime à retenir parce que c'est le premier er donc ça fait beaucoup écho. Il f À un moment, il faut se lancer et puis de toute façon, il faut croire au process, à l'itération comme tu disais, c'est très juste. La grande crainte, la grande appréhension que je retrouve chez beaucoup de femmes, c'est qu'elles ont peur de se lancer parce qu'elles ont peur de perdre leur réputation et on en a un petit peu, discuté, sur ce phénomène de la réputation d'une femme. Moi, je pense que la réputation d'une femme, celle qu'elle tient dans le milieu professionnel est très, très importante pour elle et quasiment au cœur de ce qu'elle possède. On a un peu abordé la question. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur toi, ta vision de la réputation de la femme, surtout dans le monde professionnel, aujourd'hui? OK, je vais te répondre par, une citation de Warren Buffett, dans sa version un peu sulfureuse, qui disait, aux hommes, c'est une citation surtout dirigée pour des hommes: «Est-ce que tu préfères être le meilleur amant au monde, mais qu'on croit que tu es le pire? Ou le pire amant au monde, mais qu'on croit que tu es le meilleur?» C'est bon. Et du coup, il y a une histoire de réputation. On croit que tu es le meilleur amant au monde, mais au fond, ça marche pas. Ou ça marche, mais les gens, tu n'as pas la réputation, tu n'as pas la réputation pour ça. Bon, je crois que le choix à un moment, c'est entre, hem, ma vie vécue et mon image. Il y a un moment dans la vie, je vais devoir faire le choix entre ma vie vécue ou mon image. Mmh.
Effectivement, les femmes, elles veulent pas demander d'aide pour, éviter de passer pour, une incompétente. Elles veulent pas, demander une promotion par peur, de passer pour quelqu'un d'agressif. Elles veulent pas et cetera et cetera. Bah, le problème, c'est que très bien, elles préservent leur image, mais en attendant, elles sacrifient leur vraie vie. Elles elles sacrifient leur avancement, leur progrès dans la vie concrète et à 90 ans, Jennifer, je sais pas ce que tu auras envie de dire à ta petite fille. Est-ce que tu auras envie de lui dire: «Bah, tu sais, ma chérie, j'ai pas fait grand-chose de ma vie, mais alors mon image, ma réputation, week-end». Je sais pas, dis-moi? Ouais. C'est très très, très juste, très fin de l'apporter comme ça parce que finalement, quand on se projette à 90 ans, on a plutôt envie, d'avoir une vie, épanouissante, enrichissante avec, des prises de risques, mais qui ont apporté des résultats versus, vivre avec ses regrets, c'est ce qu'on dit souvent. À la fin, on est riche que de ce qu'on a vécu, Mmh. des expériences qu'on a faites, des moments qu'on a partagés, des des relations qu'on a eues, Ouais, pas de ce qu'on aurait aimé être, aimé avoir, aimé faire. ouais. Non, ouais, ça parle et ça résonne beaucoup, parce que, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde parallèle du le monde des possibles Exactement. et aussi parfois parce que c'est rassurant. Bien sûr. Le monde de la formation, je vois aussi beaucoup de femmes qui vont se relancer dans des formations, pour obtenir un grade de plus, un diplôme de plus, la certification de plus, qui leur donnera le droit de prétendre à, hem et c'est vraiment hyper intéressant qu'elles se posent la question, déjà en revenant à elles-mêmes sur l'intra, qu'elles de quoi elles ont besoin et comment elles ont besoin de le faire. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait faire en action au niveau, à titre individuel. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde la question de, bah, la société finalement et de ses conditionnements, de ses patterns. Toi, qu'est-ce que tu as identifié comme principaux freins, que la société aurait pour, ces femmes qui sont en éveil, en éclosion et qui sont dans une, identité, affirmée pour réussir dans le monde professionnel? Heu, pour moi, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la société, les lois Copé-Zimmermann, les la loi Rixain est, géniale. Heu, maintenant je pense que c'est d'abord un travail intérieur avant d'être, qui peut être concomitant avec le travail extérieur, mais qu'on ne coupera pas au travail intérieur. Mmh. Ouais. Si on pense que c'est par l'extérieur, qu'on va avoir le poste qui va bien et cetera, oui, on peut avoir le poste qui va bien, mais mal le vivre, finalement être là qu'en façade parce qu'en vrai, on s'auto-censure et on n'ose pas dire notre différence, nos points de vue différenciants en tant que femme, en tant que, je sais pas, en tant que minorité, en tant que ce qu'on veut, donc c'est un changement de façade. Ouais. Le vrai changement, c'est d'être à ce poste-là, de kiffer, d'être bien dans sa vie pour être un vrai rôle modèle pour les autres et ça ne passe que par un travail intérieur. Mmh. Je sais pas si ça répond. Oui, 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 ça répond à ma question. Toi, tu penses que l'origine, c'est l'intra pour faire bouger, l'extra finalement? C'est travailler son positionnement intérieur pour, déclencher des changements dans sa réalité, dans sa vie, à titre individuel et sur la partie des freins de la société, donc moi, je voyais plutôt la charge mentale, le fait qu'il y ait on a de plus en plus de quotas et on voit que ça a un impact positif sur le fait que les femmes puissent, atteindre des, comités de direction à part, quasiment égale. Mais c'est vrai qu'il nous reste encore une route à parcourir, qui est assez longue pour qu'on gagne en équité, Mmh. ne serait-ce qu'en équité sur la revalorisation des femmes dans le monde professionnel en fonction de ce qu'elles, bah, de ce qu'elles apportent parce qu'elles ont beaucoup de compétences, beaucoup de potentiel. Donc ce chemin est en mouvement, mais aujourd'hui, toi, tu es plus, sur une pratique, en tout cas, une expérience où tu vas, leur permettre de partir d'elles pour faire bouger leur vie, dans ce premier temps. C'est mon accompagnement et il est lié à une chose simple, c'est que le système, le conditionnement de la société, qui dit: «En tant que femme,
tu peux faire ça, 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 ça». Heu, ce comporte ce cette vision du monde, elle a été internalisée Ouais. et donc j'ai envie de dire, on est 50 de la population. Si déjà les femmes commençaient par se voir elles-mêmes différemment, bah, elles verraient 50 de la population différemment. Parce que les femmes, la recherche le montre, ont des biais Ouais, envers les femmes. ouais. Donc si déjà, j'aime bien ce côté: «Commence par faire ton lit avant de vouloir dire au monde, comment il doit être». Ouais, ouais. Ça ferait un impact énorme si, en me voyant différemment, en changeant de regard sur moi et mes possibles, je change de regard sur, les autres femmes et leurs possibles Mmh. et je peux devenir actrice de leur promotion, actrice de beaucoup de choses Ouais. et si toutes les femmes en arrivent là, on n'a plus besoin de quotas. Mmh. D'ailleurs, est-ce que tu as des exemples de, sororité en action, dans le monde professionnel ou voilà, qui t'ont parlé, qui t'ont touché? Parce que c'est justement, c'est aussi hyper intéressant de partager, ce type, d'expérience. Ça aide de toute façon à se faire du bien et puis à voir qu'il y a beaucoup de positifs dans la sororité en action. Alors, j'avoue que dans mon ancien métier, à la direction d'une banque en private equity, heu, il y avait pas vraiment de il y avait pas vraiment de femmes et il y avait pas beaucoup de sororité. Et je veux dire, c'était presque les relations les plus compliquées. Les relations avec les autres femmes. En tout cas, personnellement, c'est celles qui m'ont créé le plus de problèmes. D'accord. Heureusement, les choses, ont évolué et il y a beaucoup plus de femmes dans le milieu, donc il y a un peu moins, le syndrome de la reine des abeilles, la femme qui veut rester la seule femme au milieu de tous ces hommes et qui, du coup, n'accueille pas très bien, les nouvelles venues, par exemple. Mais effectivement, la sororité est importante, hem et je dis c'est voilà, c'est un peu, j'exagère à dessein. Mais j'ai envie de dire, il y a des femmes qui ont vécu, des choses, compliquées pour monter au top et qui vont tout faire pour éviter aux autres femmes les mêmes galères et il y en a, qui estiment que bon, il y a pas vu ce qu'elles ont galéré, il y a pas de raison que les autres ne galèrent pas Oui. et vraiment, il y a les 2 types de femmes. Oui, oui, c'est sûr et puis il y a ce biais aussi, de génération où la vision du travail aussi a À beaucoup évoluer. changé. Mmh. Le covid a fait, complètement, a fragmenté le monde professionnel entre, les différentes possibilités de travailler à l'extérieur, de travailler même à l'étranger. Donc ça remet en question beaucoup de la manière dont on pensait le travail et en effet, moi aussi j'ai beaucoup vu dans ma carrière de, moi je suis passée par là et en fait tu devrais passer par les mêmes étapes. Parce que c'est un peu, voilà, le rituel, obligé, le passage obligé. Alors que voilà, l'évolution, la transmission et j'adore transmettre, c'est, moi j'ai vécu ce que j'avais à vivre et en t'accompagnant, tu vas pas avoir, moins de problèmes, mais tu vas avoir des problèmes plus intéressants. Ouais. C'est-à-dire tous les problèmes que moi j'ai eus et pour lesquels moi j'ai trouvé une solution, tu vas pouvoir les traverser beaucoup plus vite et c'est ça en fait, c'est ça avancer ensemble. Alors pour moi, j'ai fait tout mon travail en me lançant dans l'entrepreneuriat. Ça a été un peu de reprogrammer mon cerveau puisque j'avais été salariée pendant, Oui. plus de 10 ans et donc j'ai, un peu mis en place des actions sciemment où j'ai fait du parapente alors que j'ai le vertige, j'ai fait, de l'apnée, alors que voilà, je j'arrivais pas à faire de la plongée sous-marine, donc j'ai un peu mis en place ce rite initiatique pour Mmh. passer d'un stade à un autre et me réveiller dans un état d'esprit qui va être beaucoup plus celui de l'aventure, de la prise d'action, de ne pas, finalement d'aller chercher, on vient de faire le test, si j'étais face à voilà, un investisseur, comment je réagirais si j'étais pas soutenue dans mes choix. D'aller plutôt questionner, pour pouvoir, grandir avec davantage mes forces que d'aller combler mes faiblesses. Ce que j'avais plutôt appris à faire Oui. avant. Alors vraiment là, tu soulèves un point hyper important. Beaucoup de gens
investissent, cherchent à combler leurs faiblesses et moi, vraiment, je conseille d'investir sur ses forces. Pourquoi? Parce que déjà, c'est plus agréable. On a un avantage concurrentiel qui est immense parce qu'en général, on aime beaucoup faire ce qu'on sait bien faire et parce que le retour sur investissement va être beaucoup plus fort. Après, j'y mets un caveat, c'est-à-dire que certaines faiblesses, si elles t'empêchent d'aller là où tu veux aller, il faut savoir les pallier, les contourner, les adresser en tout cas. Tu Exactement. peux pas les laisser sur ton chemin. Mais de là à aller chercher toutes les faiblesses, les aligner et dire: «OK, je vais m'occuper de vous, l'une après l'autre», c'est pas la bonne stratégie. C'est très fluide et très pertinent à la manière dont tu le dis. Merci beaucoup pour cette belle métaphore. On repartira avec, vraiment, un accompagnement qui est à la fois très imagé et ta manière singulière, finalement de faire éclore ce leadership au féminin. Est-ce que, tu aurais, en tête des personnalités, femmes ou hommes, avec qui je pourrais encore, échanger, partager, découvrir sur ces sujets du futur du travail, du féminisme? Est-ce qu'il y aurait des personnalités qui te viendraient en tête, que je pourrais, contacter de ta part? Ah bah, là, une entrepreneuse que j'ai accompagnée et qui a une start-up dans le future of work et dans l'IA, donc c'est tout à fait ton domaine. Ah super. Et voilà, qui est une femme, et ingénieure, donc voilà, franco-tunisienne. Donc voilà, je pense qu'elle s'appelle Ella et je pense que vous aurez pas mal de choses à vous dire. Super, super match. Merci beaucoup pour la Merci à recommandation toi. et merci pour cet échange très riche. Au plaisir de continuer cette, magnifique discussion. Merci beaucoup Jennifer. Merci.